des infrastructures, du côté télécom, nous avons parlé beaucoup plus des infrastructures. Alors, nous allons du côté postal. Je ne vais pas tellement m'étaler, j'ai préféré, parlant de développement numérique, j'ai souhaité parler beaucoup plus des projets en rapport avec le développement numérique qui se sont passés dans notre, pour lesquels le DG a eu à mettre en place pendant ce temps et les travaux qui sont en cours. Alors, là, le mardi 18 mai, à Kinshasa, la campagne dénommée Rien ne remplace la poste, à travers cette activité, les directeurs général de notre entreprise, il s'appelle M. Didier Moussete, qui a annoncé un plan ambitieux d'informatisation et de digitalisation de cours qui sont en cours d'implantation et au niveau postal. Et ils ont créé une plateforme d'échange et de e-commerce la plus puissante de la sous-région. Et je crois que moi je suis télécom, en faisant la ronde, ceux qui s'occupent de cela vont nous expliciter et nous faire comprendre, comme parmi les applications, mon présentateur a parlé de e-commerce, effectivement, il y aura cette plateforme-là qui va nous aider à faire de e-commerce et les projets, je lui parle sous réserve du DP et ça s'est avancé. Et d'ici là, vous verrez de merveilles. Le jeudi 3 juin, le directeur général, M. Didier toujours, s'est rendu à Lubumbashi et là, il a fait le lancement de ce que nous appelons Poste Finance. Poste Finance, c'est-à-dire la Poste deviendra comme une langue. Parce qu'en fait, parmi les missions régaliennes de la Poste, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Dans beaucoup de pays étrangers, tout se passe à la Poste en fait. Vous voulez légaliser vos documents, passez par la Poste. Vous voulez ceci, passez par la Poste. Il y a pratiquement tous les services de l'État au niveau de la Poste. Mais c'est chez nous où les choses ne se passent pas normalement. Alors, ces services sont proposés aux particuliers qui vont ouvrir des comptes chefs postaux, des comptes d'État, des dépôts et retraits de fonds, et il y aura aussi des transferts nationaux et l'achat de devises et les paiements par mobile. Déjà opérationnels. Merci. Et pour les entreprises, il y aura les services post-finance qui proposent des comptes courants, c'est-à-dire au lieu de... Et puis l'avantage c'est lequel nos frais sont moindres par rapport à d'autres banques. Parce que pour nous, nous sommes au service du peuple. D'où nous ne taxons pas autant que les commerçants qui viennent juste pour se faire de l'argent. Voilà, on propose des comptes courants, nous dépôt à terme, l'achat et vente des devises, la gestion de la paie, les encaissements des factures et les paiements de régie financière. En principe, la SCPT, de par la Poste des Finances, travaille avec la banque, la BCC. C'est la BCC, oui, la Banque nationale congolaise. Et en principe, les payes devraient se passer. Et je crois que ça sera. C'est en cours, hein? Les discussions sont en cours. Voilà. On peut passer. Et encore, le mardi 15 juillet, à Kinshasa, il y a eu encore un arrêté. Ça, ce sont les avancées du côté postal aussi, où on a signé un arrêté, mettant en vigueur le code postal. Là, c'est là où j'ai dit, le directeur va vraiment nous en parler, on va lui donner le temps de parole, il va vraiment nous expliquer ce qu'il en est. C'est une infrastructure d'adressage. Je n'aime pas, je préfère mes terres comme lui-même il est là. Il va nous donner la matière convenablement avec les mots qu'il faut. On peut passer. Alors, dans les perspectives, nous en avons plusieurs. Mais j'en ai choisi
Du côté télécom, j'en ai choisi deux. Le déploiement de la fibre optique, je parle de fibre, vous comprenez que c'est fibre optique, 16 000 km. Bon, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ce que c'est 16 000 km, mais le déploiement, ça sera fait au niveau de l'Est. Parce que vous avez compris que dans nos projections, nous avions 5 phases pour pouvoir faire la boucle dans notre réseau national. Première phase, c'était Kinshasa, Mwanda. Deuxième phase, c'était Kinshasa, Kasumbalès. Troisième phase de Kasumbalès, nous remontons vers l'Est. De l'Est vers le Nord. Du Nord vers l'Ouest et l'Ouest vers Kinshasa. Il fallait le faire 5 phases. Mais malheureusement, l'élan s'est arrêté par manque pour plusieurs raisons. Et voilà qu'on a redémarré ce projet. Donc, tout la troisième phase va être faite. On a eu à signer un partenariat avec les Égyptiens. Je vois que vous avez eu à suivre cela à la télé. Très bientôt, les travaux sont en train d'être. On est en train de faire des analyses techniques, et financières et légaux pour pouvoir commencer ces travaux. Deuxième perspective. Dernièrement, le 14 juillet, le DG, une fois de plus, a signé un partenariat avec LMS Group Holding, qui est une entreprise britannique. Alors, c'est un contrat qui a été évalué à 35 millions de dollars. Et dans ce contrat, qu'est-ce que nous avons comme élément? Olivier. Nous avons, premièrement, le déploiement de 640 km. C'est un peu la distance Kinshasa-Mwanda. Voilà, de fibre optique qui sera entre Kasindi, à la frontière avec Ouganda, jusqu'à Bukavu. Alors, il y aura, comme on a dit, des bretelles, des bretelles qui vont aller dans la ville de Beni, de Bukavu, de Goma, de Butembo et de Kasindi, vous trouvez ainsi de suite. Dans la deuxième point dans ce contrat, il va accompagner la SCPT dans la fiabilisation ou la réhabilitation de sa fibre optique. Vous comprendrez que notre backbone entre Kinshasa et Mwanda a précédé le réseau international. C'est ce qui fait que la fibre, comme tout matériel ou toute chose, finit toujours par perdre ses valeurs. Donc, il y a lieu de réhabiliter pour avoir des bonnes valeurs. C'est ainsi qu'il y a dans ce contrat la partie de LMS a pris ses dispositions pour pouvoir réhabiliter la fibre optique. Troisièmement, également dans le contrat, il sera question d'informatiser, de commercialiser les capacités et on aura un service très bientôt, un triple play. Triple play, c'est-à-dire quoi? Vous aurez des boîtiers, comme ce que nous offre Canal Plus et Consort. Vous appelez ça comment? Les décodeurs. Alors, vous aurez un boîtier comme ça qui aura plusieurs accès. Au même moment, vous pouvez regarder et la télé, et le téléphone, et d'autres appareils. C'est ce que nous appelons triple play. Donc, au même moment, avec le même boîtier, vous avez l'Internet, vous pouvez utiliser la télévision, vous pouvez utiliser... Voilà, ça c'est des travaux qui sont vraiment avancés. Quatrième élément dans le contrat, face à télé sur réhabiliter de quelques bureaux de poste. L'autre fois, dans l'émission que j'avais eu à faire chez l'ingénieur Longdeuil, j'ai eu à parler de la poste et j'ai eu à dire que nous avons plus de 300 bureaux de poste parsemés dans toute la République. Je crois que même dans vos communes, qui habite à Bandal? Il y a un bureau de poste. Qui habite à Tchang? Je suis là. Il y a un bureau de poste. Oui, il y en a.
Donc, vous avez des bureaux de poste pratiquement partout. Et vous allez remarquer que ces bureaux de poste étaient vraiment délaissés, mais aujourd'hui, avec ce projet, on est en train de réhabiliter. Alors, quand ces bureaux seront réhabilités, il y aura tous les services dans son sac. Ok. On peut avancer. Alors, en conclusion, j'ai dit voilà d'une manière succincte et non du tout exhaustive la participation de la SCPD, cette grande entreprise au service de la population, mais malheureusement méconnue ou peu connue du public, surtout de la jeunesse, dans la jeunesse, dans le développement du numérique à l'RDC. Nous osons espérer qu'à l'issue de cette conférence et visite guidée de nos installations, nous vous compterons parmi nos futurs clients, non seulement nos futurs clients et nos marketeurs. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, madame, pour votre exposé qui est tellement impactant. Personnellement, je suis ravi vraiment d'apprendre toutes ces choses. Ça a été vraiment une grâce pour nous de nous retrouver dans ce lieu. Sans plus tarder, nous allons passer la parole à notre troisième intervenant, s'agissant de M. Londip Obanga pour son exposé. Merci, monsieur, vous avez la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Il était question de mon exposé de parler de l'Internet dans le développement personnel. Donc, nous avons vu avec Madame Gertrude qu'est-ce que la SCPD peut nous offrir en guise numérique. Et nous avons vu aussi avec l'ingénieur Blaise comment est-ce que le numérique peut assurer le développement de notre pays. Le développement passe aussi par le développement personnel. En se développant personnellement, on peut développer aussi son environnement. Je peux passer. Voilà, le développement personnel, c'est quoi? Le développement personnel, je peux dire, c'est un ensemble hétéroclite des pratiques appartenant à divers courants de pensée. Donc, c'est-à-dire, il y a ceux qui pensent pour se développer, il faut faire. Il y en a d'autres qui disent la méditation, il y en a d'autres qui disent qu'il faut faire des yogas, tout ça là. Il y a beaucoup de formes de pensée pour atteindre cet objectif. C'est-à-dire, en soit c'est améliorer ses connaissances, ou soit on peut valoriser ses talents et ses potentialités. Donc, c'est-à-dire mettre en pratique ses talents, ses potentialités qu'on a avec soi-même. Alors, pour se développer, on doit partir d'un concept. D'abord, c'est quoi réussir dans la vie? Chaque personne dit, ah, telle personne a réussi dans la vie, telle autre n'a pas réussi dans sa vie. Moi, je veux dire, réussir d'abord dans la vie, c'est d'abord personnel. On commence d'abord par se fixer un objectif. Je prends un exemple. Quelqu'un, un étudiant, il dit, moi je vais être premier de la classe. C'est un objectif. Si on atteint cet objectif, c'est qu'on a réussi. Il y en a d'autres qui disent, ah bon, comme il y a des informaticiens ici, moi je vais concevoir une application. Si tu conçois ton application, tu arrives à la fin de la conception, c'est que tu as réussi, tu as gagné ton pari. Lire un livre, c'est un objectif qu'on s'est fixé, et quand on atteint cet objectif, du coup on peut dire on a réussi dans sa vie. Alors, après avoir réussi, c'est-à-dire vous ne pouvez pas rester statique, parce que la vie continue. On doit se développer. Comme l'a dit l'ingénieur Blaise, le développement, c'est la croissance. Okay? Je prends un exemple. Nous disons que nos pays sont des pays sous-développés. Pourquoi? Est-ce que, je prends par exemple un terme de route, est-ce qu'aux États-Unis, il y a des routes? Oui. Au Congo, il y a des routes? Oui. Mais sauf que les routes des États-Unis ont une grande croissance
offre plus de grandes capacités. C'est comme ça que nous disons aux États-Unis, c'est un pays développé. Ok? Améliorer, avoir une croissance à une chose ou à une activité. C'est ce que nous appelons un développement. Donc, pour atteindre ces objectifs et ces croissances-là, on doit partir aussi d'un développement personnel. Ok? Alors, qu'est-ce que l'Internet peut nous apporter pour arriver à atteindre ces développements personnels? Réussir à acquérir un développement personnel grâce à Internet, est-ce que c'est possible? Et comment y arriver? Donc l'Internet fait partie de tout ce qui est technologie de l'information et de communication que nous utilisons actuellement. Il y a beaucoup d'outils qui peuvent nous servir pour bien éventuellement atteindre ces développements personnels tant cherchés. Okay? Depuis sa création, il y a des plateformes très innovantes que nous utilisons qui peuvent aussi nous servir pour atteindre ces développements personnels. Alors, l'Internet, nul n'est sans ignorer aujourd'hui que l'Internet apporte beaucoup d'occasions de découvrir de nouveaux talents. L'Internet, avec ses millions et des milliers de sites, on a de l'information à tout moment. Il y a beaucoup d'informations qui résident sur Internet qu'on peut exploiter à bon escient pour atteindre ces développements personnels. Alors, aujourd'hui, avec la mondialisation, nous avons vu que grâce à Internet, on parle plus de la mondialisation. C'est-à-dire que le monde devient comme un village planétaire. On se relie tous grâce à ces outils de télécommunication, de l'information des télécommunications, des communications, qui est l'éthique, donc en l'occurrence qui est l'Internet. Et les États même, les États dans divers pays, encouragent même l'accès, l'appropriation de ces outils-là, de la technologie, pour faire partie de cet ensemble-là planétaire. Alors, quels sont les avantages que on peut nous offrir grâce à Internet? Il y a d'abord les savoirs. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances qui sont là sur Internet, rédigées par... il faut, bon, bien entendu, il faut dire, l'Internet, comme à l'époque beaucoup pensaient, ce n'est pas l'Internet qui invente l'information. Non, c'est nous qui diffusons de l'information vers l'Internet. Donc, comme il peut y avoir de fausses informations, comme dans la vie courante, il y a des fausses informations, il y a aussi des vraies informations. Donc, il faut savoir aller là où il y a de la bonne information. Ok? L'Internet peut aussi nous servir comme un outil de divertissement. Nous sommes sans ignorer, après on dit toujours, il y a 24 heures dans une journée, il y a 8 heures de repos, 8 heures de travail et puis 8 heures de divertissement. Donc l'Internet aussi peut nous aider à se divertir. Et l'Internet aussi peut nous servir à avoir des contacts dans le monde entier. Okay? Donc aujourd'hui, il y a 10 ans pratiquement, nous avons assisté maintenant à une grande évolution de l'Internet. Qu'est-ce que nous pouvons dire du développement personnel grâce à l'Internet? J'ai présenté ces 3 outils. Ce sont des outils que nous utilisons, des terminaux que nous utilisons presque tout le jour maintenant. Il y a des téléphones, on peut avoir une tablette ou un ordinateur. Ce sont des moyens qui nous permettent d'accéder à Internet et avoir de l'information. Qu'est-ce que ces 3 supports
peuvent nous aider, comment ces supports peuvent nous aider à avoir un développement personnel. Je prends, premier cas, l'Internet, une grande bibliothèque. En tant qu'étudiant, il y a des étudiants, il y a des chercheurs. Aujourd'hui, si nous allons dans une bibliothèque classique, par exemple chez nous là à l'Institut français, les livres sont classés suivant la volonté des bibliothécaires. C'est-à-dire, bon, il peut estimer, dire, bon, j'ai autant de lecteurs, autant, ils viennent chercher tel domaine, on va commander tel ouvrage et on va mettre ça à la disposition de nos lecteurs. Si jamais vous ne vous retrouvez pas, du coup, vous n'allez plus fréquenter notre bibliothèque. Mais avec l'Internet aujourd'hui, nous avons toute une panoplie de connaissances selon le choix que vous voulez. Je prends un exemple, nous avons une encyclopédie célèbre, Wikipédia. Là, il y a une mine d'or d'informations. Moi, personnellement, c'est presque tous les jours que je me sers de cet outil. Avec mes outils à téléphone ou ordinateur, s'il y a un concept que je ne comprends pas ou je ne maîtrise pas, je vais directement dans Wikipédia et j'ai fait une recherche et j'ai une information. Récemment, par exemple, il y a chez les musulmans, ils avaient fêté la fête de l'Aïd. Parlaient tantôt, les gens disaient l'Aïd, tout ça là. Ça m'embrouillait un peu. J'ai dit, ah tiens, je veux avoir un peu qu'est-ce que ça signifie. Je suis entré dans Wikipédia, j'ai compris, ah voilà, il y a ça, il y a tout ça là. Donc, avec l'Internet comme une grande bibliothèque, on peut accroître ses connaissances et avoir déjà une forme de développement personnel dans plusieurs domaines. L'Internet, on peut l'utiliser comme un outil de planification. J'ai remarqué, j'ai observé dans notre vie de tous les jours, par exemple, des personnes qui ont des activités commerciales, j'ai regardé, j'ai observé, beaucoup ne savent même pas quelle est la valeur de son activité. Dans une boutique, on vend, on achète, après un temps, la boutique tombe en faillite. Pourquoi? Ils n'évaluent pas qu'est-ce que vaut ma boutique, quel est le meilleur produit, tout ça là, qu'est-ce que j'ai vendu. Avec Internet, avec les applications, on propose aussi des applications gratuites, ça peut nous aider même à bien planifier, même à bien gérer notre activité. On dit souvent, le temps c'est l'argent. C'est ce que les Américains disent. Comment on peut gérer donc le temps? Si on ne planifie pas, on va perdre. Si on perd notre temps, on perd l'argent. Nous avons un outil que beaucoup ne regardent pas avec l'Internet, Google Agenda. C'est souvent dans nos téléphones. Google Agenda nous permet de bien planifier notre journée, des rendez-vous et même avoir des alertes à tout moment, planifier, par exemple, pour aider les directeurs, vos rendez-vous, vos programmes de la journée, les activités, tout ça peut être bien planifié avec ces outils grâce à Internet. Donc, ça peut accroître aussi notre développement personnel. Je prends un autre exemple, Google Sheet, qui est l'équivalent de Excel chez Google. J'ai trouvé cet outil très intéressant. Il y a une fonctionnalité, il propose un peu de formulaire là déjà bien fait. Hein. Il propose quelque chose de gérer, par exemple, ses finances. Vous avez une partie, vos entrées, vos dépenses. Vous pouvez déjà vous-même à chaque fois, ce que vous faites entrer, chaque jour, même quand on vous donne quelque chose, vous mettez, vous achetez quelque chose et savoir un peu à la fin, par exemple à la fin d'un exercice, ah voilà de janvier
décembre, ce qui m'a coûté plus, c'était le transport, c'était les dépenses de loisirs, c'était telle chose. Et bon, je peux changer les tirs, je dois rectifier à tel niveau ou changer comme ça, là, je dois réduire les dépenses, augmenter les entrées ici. Donc, ça peut nous permettre d'accroître notre développement personnel. Il y a aussi en matière de divertissement. Pourquoi j'ai mis ces images? Classiquement, quand on est à la télé par exemple, nous sommes soumis et nous sommes obligés de suivre le programme que la télévision nous propose. Dit par exemple, à 8h, il y aura de la musique, à 8h30, des dessins animés pour les enfants, les informations, les documentaires, et ils imposent quel type de documentaire. Imaginez que moi je suis fan de l'astronomie. Sûrement que je ne veux pas regarder la télé parce qu'il n'y aura pas ces documentaires-là ou ces émissions qui parlent de ces domaines-là. Mais avec l'Internet, actuellement, avec les plateformes comme YouTube, Netflix ou Deezer, nous avons ce que nous appelons la vidéo à la demande. J'ai fait moi-même le choix de ce que je vais regarder à des moments et j'ai quand même créé des playlists telles je regarde des vidéos. Donc on peut trouver pas mal de vidéos, par exemple des tutos sur un domaine particulier. Vous êtes cuisinier, vous pouvez aller sur YouTube, chercher des plats, tout ça là, vous êtes artiste, vous pouvez voir ce que... Et en fin de compte, vous-même, vous pouvez aussi publier vos talents. Et les autres peuvent aussi en bénéficier. Donc, nous voyons que l'Internet, avec cette forme de divertissement, peut nous servir à un développement personnel. Internet, outil d'apprentissage et de formation. On en a parlé beaucoup de fois. Les temps ont changé avec la pandémie. Mais il y a des restrictions. Avec l'Internet, qu'est-ce que l'Internet peut nous offrir? Il y a des universités en ligne actuellement. On peut suivre des cours en ligne. Il y a des MOOC, c'est-à-dire des sessions de formation que vous pouvez suivre. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Il y a aussi des forums de discussion. Des forums de discussion où vous vous inscrivez, où des spécialistes dans un domaine particulier se réunissent et s'échangent. Vous venez avec votre question, vous posez, sûrement, je peux dire à 80%, il y aura quelqu'un qui va vous répondre. Quelqu'un, peut-être lui-même, en posant votre problème, le problème l'intéresse, il trouve la solution, il met la solution à votre disposition. Vous voyez, c'est que, or, classiquement, c'était un peu difficile. Il fallait attendre, voilà, on avait que notre expert qui habitait, si c'est une Gilles, il faut aller le voir. Mais avec l'Internet, avec son téléphone, poser juste une question. Bon, voilà, comment est-ce qu'on peut brancher le vidéoprojecteur? Des fois même, il y a beaucoup de questions qui sont déjà, on a déjà répondu, vous allez le trouver facilement. Moi, en tout cas, personnellement, je me sers beaucoup des forums de discussion, surtout dans le domaine informatique. Il y a plusieurs cas qui ont été déjà résolus, des algorithmes, tout ça. Il n'y a pas qu'en informatique, il y a dans plusieurs domaines. Vous allez voir beaucoup de solutions qui sont déjà dans beaucoup de forums de discussion. C'est seulement qu'il faut savoir trouver le bon forum. Il y a par exemple, moi, il y a par exemple Open Classroom, il y a 24 du net, Journal du net, tout ça là. Il donne de la bonne, il y a des spécialistes qui viennent là et qui donnent
de bonnes informations. Internet, outil de communication, de rencontres et de partage. Aujourd'hui, l'Internet nous permet de rester en contact avec ses proches et même faire de nouvelles rencontres. Nous sommes sans ignorer que, avec le GEDI, je prends un exemple particulier, c'est en utilisant l'Internet que la plupart d'entre nous, nous avons connu le GEDI numérique. La plupart d'entre nous, nous nous sommes rencontrés sur Internet. En s'échangeant, voilà, moi je veux participer au GEDI numérique. Tiens, viens à telle heure, ok. Ouais, c'est un outil très capital aujourd'hui. Et ça a permis, voilà ce que ça a permis, par des échanges, par WhatsApp, par message, ça nous a amené jusqu'à la SCPT. Vous voyez comment est-ce que l'Internet, avec ses outils, a permis, j'espère que chacun d'entre nous a tiré déjà son compte avec des échanges que nous avons faits pendant les GEDI numériques, même ici à la SCPT, avec les échanges que nous avons eu avec Maman Gertrude, ça m'a vraiment donné beaucoup d'idées. Donc, vous voyez que l'Internet aujourd'hui a un grand apport dans notre développement personnel. Qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion par rapport à ça? L'Internet est un espace idéal qui va nous permettre, entre autres, d'exprimer ses idées comme on les souhaite. C'est-à-dire, nous avons maintenant avec Internet un espace où, parce que des fois, il y a des situations qui nous agacent, ça ne nous plaît pas, on ne sait pas à qui les dire, où les dire. Mais avec Internet, nous avons cette possibilité-là de s'exprimer. De s'exprimer, pas seulement politiquement, tout ça là, mais c'est de s'exprimer par exemple en écrivant des articles. Vous avez observé un fait, vous avez étudié quelque chose, vous pouvez publier votre article. L'Internet nous offre cette possibilité-là. Donc, d'écrire des blogs, de publier des vidéos, des tutos, vos propres tutos, vous pouvez les diffuser et les autres peuvent en bénéficier. Et même vous-même, vous pouvez gagner de l'argent derrière ça. Okay? Avec Internet aussi, ça nous permet de rester en contact avec nos familles. À l'époque, je sais, quand la SCPT nous offrait des lignes téléphoniques, il fallait se déplacer, attendre qu'une soeur, un frère qui est en Europe, qui vous appelle. Si vous n'êtes pas là, c'est tout un problème. Aujourd'hui, avec l'Internet, c'est instantané. Vous pouvez même s'il n'est pas disponible, vous laissez votre message. Dès qu'il sera disponible, il pourra vous répondre et avoir de l'information qui est avoir des nouvelles de ses proches. Et même avoir de nouvelles connaissances. L'Internet nous permet aussi d'être connectés à notre culture, de rester connectés à notre culture. Aujourd'hui, beaucoup de gens pour avoir accès à notre culture, nos traditions par exemple, l'Internet peut être un outil pour véhiculer, un très bon outil pour véhiculer nos traditions, nos cultures, tout ça là, et permettre aux générations futures de savoir d'où nous venons et d'où nous allons. C'est un outil indispensable.
L'Internet, aujourd'hui, pour le travail, c'est un outil très indispensable. Ça nous aide. Hier, par exemple, avec Olivier, il fallait réaliser ces PowerPoint. Bon, on a commencé d'abord vers 15 h avec l'ingénieur Marina. J'étais fatigué, je suis parti. J'ai commencé et arrivé à la maison, j'ai commencé à retravailler. J'ai travaillé. À 2 h du matin, j'ai envoyé ma présentation et puis il a mis ça en forme. Vous voyez, si ce n'était pas Internet, il fallait attendre, arriver ici, on allait prendre encore du retard. Ouais. Donc, pour le travail, donc ça a permis assez que nous puissions avancer. C'est une manière de contribuer au développement personnel. Comme je l'ai dit, donc aussi, on peut rencontrer ces histoires de sa famille, de sa tribu, de ses origines. Donc, montrer un peu sa vie, comment est-ce qu'on vit et faire partager ça aux autres. Nous le voyons avec une multiplication, on peut exprimer nos sentiments, on peut alerter les familles en cas de décès. Par exemple, vous voyez un peu à l'époque, quand il fallait informer les membres de la famille quand il y avait un décès, il fallait envoyer quelqu'un qui va faire la ronde ou cibler des gens. Bon, vous allez à tel endroit et passez par là, allez informer telle tante qui habite en Gili, et puis d'autres, ah non, vous ne m'avez pas informé, je n'étais pas informé. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, il suffit d'un poste. On peut relayer facilement l'information. Et aussi, enfin, comme je l'ai dit, grâce à Internet, à ces outils de communication, nous pouvons montrer nos talents. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut réaliser, et ce qu'on a réalisé, on peut facilement les diffuser sur Internet. Et donc voilà un peu à l'époque, pour avoir tout ça là, pour avoir ces développements personnels, il y en a qui s'est passé, qui allaient par exemple faire des coachs, pour aller dialoguer avec un coach, pour l'expliquer, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais aujourd'hui, avec ces outils, de soi-même, on peut arriver à atteindre ces développements personnels. Moi personnellement, bon, c'est vrai qu'il y a ces côtés-là, on avait parlé aussi même avec la conférence de Intellitti, liée sur les cyberaddictions. Mais moi personnellement, c'est tout le jour que j'utilise Internet. Que ça soit dans la vie personnelle ou même dans mes pratiques professionnelles, l'Internet pour moi c'est un outil indispensable. Donc moi, je vous encourage à s'approprier de cet outil. Surtout que nous avons la SFPT, qui est notre grande société, qui nous permet d'avoir accès à Internet. Donc, en utilisant Internet, la SFPT, fournissez-nous l'Internet et nous allons atteindre notre développement personnel. En tout cas, merci beaucoup, ingénieur Blondou, pour votre exposé. À présent, nous allons passer la parole à notre papa qui va nous briefer encore une fois de plus sur ce qui a été dit par Madame Gertrude. Veuillez patienter pendant quelques instants pendant que la technique est en train de régler. Bon, excusez, Gertrude, monsieur le directeur. Le temps que notre ministère de modification prenne la parole, je suis appelé à autre chose, mais je dois quand même dire un petit mot. Chers étudiants et étudiantes, dans
la diversité des générations, ceux qui ont atteint la soixantaine disent « si je savais ». Vous là, peut-être vous dites « si je pouvais ». Alors que vous pouvez réellement tout faire. Pour paraphraser, mais tout le monde, tous les intervenants disent des choses très importantes, mais je voudrais vous faire une observation. Regardez, là si on doit lancer un débat entre les intervenants, nombreux d'entre nous auront déjà perdu des sujets sur lesquels on pouvait poser des questions, parce qu'on n'a pas écrit. Vous êtes scientifique, tenez-les. À des pareilles occasions, vous devez avoir un bloc-notes dans lequel vous serez appelé à noter ceci ou cela, c'est important. C'est ça les scientifiques. De deux, vous ne savez pas combien vous avez cette grâce, je dis ça comme ça. Nous qui terminions les études dans les années 80, vous ne savez pas qui connaît ce qu'on appelle stencil. Vous connaissez? Oui? Alors qu'il demandait à Mme Malade d'intégrer c'est que c'est le stencil. Donc, pour produire son travail de fin d'études, il fallait taper sur le stencil. Il faut d'abord s'en procurer, taper sur le stencil, aller à l'imprimerie. Des fois, ça rate. Mais là, moi j'ai des enfants dans ma maison qui sont vos collègues, qui passent des fois les TP à travers le prof donne seulement son numéro, son adresse email. On fait les TP, on envoie. Quelle bénédiction vous avez! Écoutez, vous pouvez devenir expert en ceci ou en cela avec cette dématérialisation. Notre ami l'a dit, ce n'est pas l'Internet qui invente les choses. Ce sont les scientifiques, les chercheurs qui donnent l'information et qui les mettent, toutes ces informations-là, sur l'Internet. Quitte à chacune de vous de s'en approprier, pour paraphraser notre ami tout à l'heure. Vous avez une chance extraordinaire d'entrer dans tous les sites, faire des recherches. Vous pouvez devenir expert. Madame Alande l'a dit, la SCPT vous donne cette occasion. Regardez, vous avez la colonne qui part des Moana jusqu'à Sakani, avec de petits points, je ne sais pas comment vous appelez, de structurage. On peut les appeler des nœuds. Des nœuds. Vous êtes des Boma. Mais réfléchissez, dans 1 an, dans 2 ans, créez une entreprise à Boma. Vous êtes, je ne sais pas moi, des Sakania ou des Bilolo. Mais réfléchissez. La SCPT vous donne déjà cette faveur. La fibre est passée par là. Vous êtes des Massimani, des Diop, des je ne sais pas. Réfléchissez. Dans 1 année, dans 2 ans, créez une entreprise. Voilà l'occasion que la SCPT développe. Avec le contrat qui vient d'être signé il y a quelques semaines, avec LMD, c'est ça? LMS, une firme britannique. Là, la fibre, vous êtes des bénis. Mais réfléchissez dans 1 an, dans 2 ans. Allez créer une entreprise. Avec les Égyptiens, je crois que ça prend l'Est également. Donc, vous avez une chance extraordinaire. Les domaines que vous avez choisis vous appellent. Vous ne pouvez pas chercher du travail, vous là. Vous ne pouvez pas écrire des demandes d'emploi. Non. Vous là, vous devez le créer. On se comprend, les amis? Vous êtes appelés à créer les emplois. La connaissance, vous l'avez. La technicité, vous l'avez. Et la SCPT vous offre la fibre. Allez où vous voulez. Organisez-vous. Créez les entreprises. Je vous remercie. Nous disons merci pour l'encouragement de notre cher directeur commercial. Nous sommes tous censés comprendre l'importance de ce que nous sommes en train de faire, ce que nous avons choisi comme domaine. Il est pour nous, étant étudiants, studieux, chercheurs, de bien prendre en compte les conseils et les encouragements qui nous ont été donnés par notre Excellence. Je vais devoir passer la parole à notre cher
Expert, pasteur, oui, merci, qui va nous briefer un tout petit peu sur les propos que Madame Gertrude Malende était en train de dire précédemment. Alors, votre attention étant vivement souhaitée, monsieur, vous avez la parole. Merci. Encore une fois, bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, je me nomme Monsieur Jean-Fédor Makila. Je suis directeur d'un projet important ici à la SCPT. Le projet s'appelle le projet Adressage et Code Postal. Alors, nous sommes en train de parler de la numérisation, c'est-à-dire de la dématérialisation. Le projet, c'est une réponse à un problème. Comme vous le savez que tout ce qui s'est fait aujourd'hui, même cette conférence de la numérisation, ce sont des réponses qu'on cherche à donner à des questions qui se posent. On veut dématérialiser. Parce qu'on s'est rendu compte que la matérialisation a amené beaucoup de conséquences négatives. Maintenant, on veut dématérialiser. C'est dans ce même cadre que le projet Adressage est une réponse à un problème qui se pose. Quel est le problème qui se pose pour que ce projet ait vu le jour? Nous sommes une entreprise de distribution, la Poste. Nous recevons le courrier pour les envois que les clients nous amènent. Nous les faisons transporter et nous les distribuons. C'est ça notre rôle. Donc nous recevons les envois, nous les faisons transporter et au finish, nous les distribuons, c'est-à-dire nous les amenons jusqu'à votre adresse. Alors, le projet adressage, comme vous l'entendez là-dedans, il y a le mot adresse. Alors, dans ce travail que nous faisons, on a constaté qu'il y a beaucoup de problèmes. Et donc, on cherche à trouver des solutions par la numérisation. Le premier problème, c'est quoi? Nous avons constaté que quand nous réalisons notre travail de distribution d'envoi, on a des problèmes d'adresse. Certaines adresses ne sont pas bien formulées et d'autres adresses ne sont pas accessibles. Il y a des voies compliquées. Au point où certains envois des clients, quand nous les recevons, nous nous dérangeons pour les amener à destination, mais comme on ne trouve pas l'adresse, est-ce qu'on peut distribuer? On revient avec. Ce n'est pas seulement ici chez nous au Congo. Il y a une conférence internationale en 2016 où tous les pays se sont rencontrés pour parler de ces problèmes d'adresse. Chaque pays a donné ses rapports. Alors on s'est rendu compte que toutes les pertes que les entreprises de distribution ont enregistrées par rapport au problème des adresses s'élèvent à plus de 1 milliard de dollars. Quand on amène le courrier, on arrive là, on ne trouve pas l'adresse. On est obligé de ramener le courrier et le garder chez nous. Les destinataires, la personne à qui le courrier est destiné, ne le reçoit pas. C'est une vraie perte pour lui. Nous, on a fait déplacer notre véhicule qui est allé jusqu'à chercher. Ça peut passer beaucoup de temps de chercher l'adresse. Donc, tout cela, on a constaté que cela occasionne beaucoup de pertes de frais pour les entreprises de distribution. Ce n'est pas seulement nous. Même la SNET, ça c'est un exemple, hein. Tous les entreprises de distribution rencontrent les mêmes problèmes. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, je peux dire, il y a des cas où vous rencontrez dans une même localité des avenues qui portent le même nom.
les avenues qui portent le même nom. Maintenant, quand on vient chercher pour distribuer le courrier, on va commencer par où? Tantôt on tâtonne ici, tantôt on va là-bas. Parfois même les numéros, on ne le trouve pas. Et parfois, il y a des avenues où vous constaterez que les numéros commencent par 1, 2, 3, 4, après on est ensemble. Après, donc, il faut se battre, perdre tout le temps pour chercher à trouver l'adresse exacte. Ce sont des problèmes qu'on a constatés. Et d'autres problèmes, c'est le problème de géolocalisation. Une fois, nous sommes retrouvés en Afrique du Sud là, on était dans un peu très éloigné. Quelqu'un devait nous rejoindre là-bas, mais il ne connaissait pas là où on était. On lui a donné seulement l'adresse. Nous sommes à telle adresse. Lui, il venait très loin de Pretoria, mais il a utilisé seulement son appareil, la carte de géolocalisation. Il a commencé à suivre. Ça n'a pris 1h30. Et il est arrivé à l'adresse. À cause de la géolocalisation. Donc, ce sont des questions très importantes. Et l'autre petit aspect, c'est vous êtes des étudiants. Et vous allez remplir des formulaires, n'est-ce pas? Les formulaires d'inscription dans l'université, même à l'extérieur. Il y a un petit cas quand on demande le code postal. Qui a déjà rencontré ce problème? Hein? Le code postal. Vous le voyez. On dit remplissez le code postal. Et qu'est-ce que vous faites? C'est pas normal. Voilà, toutes ces questions-là ont poussé pour mettre en place ce projet adressage pour trouver des solutions à tous ces problèmes. Chez nous, le problème se pose encore, mais ailleurs, c'est déjà résolu depuis plus de 20 ans. Tous les autres pays, ils ont le code postal, mais nous, on n'en a pas encore. Les autres pays ont le système de géolocalisation, nous, on n'en a pas encore. C'est dans ce cadre-là que les autorités de l'entreprise ont estimé qu'on mette en place ce projet qui s'appelle adressage pour trouver des solutions à toutes ces questions de code postal, des questions d'adresse, etc. Donc, le projet adressage a comme objectif élaborer un code postal pour la République démocratique du Congo. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif de ce projet, c'est élaborer une norme d'adresse de la République démocratique du Congo. Là, je faut 1 minute. Et comment s'écrit l'adresse en RDC? Comment s'écrit l'adresse en RDC? Est-ce qu'on commence par, quand on écrit le nom, monsieur, on met le nom, on met le post-nom, après on met quoi? Les prénoms, n'est-ce pas? Mais il y a des gens qui commencent par les prénoms. Les Anglais. Non, non, ici chez nous. Moi, je parle d'ici. Je parle d'ici. Ici au Congo. Il y a des gens qui commencent avec les prénoms. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc c'est à volonté, quoi. Chacun écrit comme il veut. Il y en a qui commencent par monsieur Makila comme mon nom. Mon poste-nom c'est Mouroul, Jean Fédor. Comme je peux aussi changer, Jean Fédor, Makila, Mouroul. Mais c'est un problème. C'est un problème. Parce que je disais que nous sommes en train de trouver des solutions parce que les grands problèmes, c'est avec le commerce électronique qui est en train de venir. Il faut que l'adresse soit bien formulée. Quand vous écrivez M. Jean Fédor Makila, M. Makila Jean Fédor, ce sont deux personnes différentes. Donc il faut trouver des solutions à ces problèmes. Alors la solution à ces problèmes, c'est quoi? C'est avoir ce qu'on appelle la norme d'adresse nationale du pays. Dans tous les pays du monde, il y a une loi, ou bien un arrêté, un décret, qui définit comment l'adresse doit être écrite dans le pays. Mais chez nous, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le même problème se pose pour nous parce que nous sommes à la poste.
bientôt nous allons migrer vers la poste électronique et tout ça. Ça sera le même problème. Pour écrire l'adresse sur une enveloppe, il y a une structure, il y a une forme qu'il faut utiliser. Mais si nous n'avons pas cette forme-là, chacun écrit de sa manière, il y aura des problèmes pour la distribution. C'est pourquoi au niveau de la poste, nous avons déjà élaboré ce que nous appelons les guides d'adresse de la poste, que nous allons vulgariser d'un moment à l'autre. C'est-à-dire comment faut-il écrire l'adresse sur une enveloppe, comment faut-il écrire l'adresse sur un envoi postal, et tout le monde devra se conformer à ça. C'est pour nous permettre de traiter mécaniquement vos courriers et de distribuer d'une manière aisée. Là, il n'y aura pas des envois qui vont... Donc, on ne connaît pas, c'est ça, c'est le nom, c'est ça le prénom. Donc, il y aura une forme unique pour tout le monde. On doit respecter comment la tête doit être écrite. S'il faut commencer par le nom, Makila, post-nom, boule, prénom, il faut qu'il y ait une loi au pays qui définit ça. Et ça, je crois que dans les jours qui viennent, nous parlons déjà de nos autorités. Il faudra qu'on contacte les autorités du pays, enfin, qu'il y ait une loi. Mais d'une manière tacite, on peut dire que quand vous regardez vos cartes d'électeurs, quand vous regardez les cartes d'électeurs, comment c'est écrit là-bas? C'est écrit les noms, les post-noms et le prénom. Moi, je pense que la carte d'électeur étant le document normal du pays, donc d'une manière tacite, c'est ça la manière dont nous devons écrire les noms. Mais maintenant, il faut qu'il y ait un document officiel, une loi qui sanctionne ça. On n'en a pas encore. Dans les jours qui vont venir, peut-être avec les autorités, on va leur apporter toutes ces informations pour qu'on puisse disposer d'une loi qui définit comment l'adresse doit être écrite chez nous au Congo. Donc, c'est ça les différentes solutions aux problèmes qui se posent dans le cadre des adresses que le projet compte apporter. Donc, premièrement, c'est qu'on ait une norme d'adresse. Avant, j'ai dit qu'on ait un code postal. Je vais revenir sur le code postal. Donc, la solution, c'est qu'on ait un code postal. Deuxième solution, c'est qu'on ait une norme d'adresse. Bon, la troisième solution, c'est comme j'ai dit, dans le cas de géolocalisation. Le projet a comme ambition de mettre sur place une base de données d'adresse de toute la République démocratique du Congo. Toutes les adresses, et des villes, et des villages. Nous devons avoir une base de données qui contient toutes ces adresses. Quand quelqu'un a besoin d'une adresse, il entre là-bas dans notre base de données, il a l'adresse, avec le système de géoréférence, parce que nous aurons des cartes géoréférencées, nous sommes en train de travailler sur ça. C'est-à-dire que vous pouvez papa, ça vous donne le nom, ça vous donne l'indication, tel lieu se trouve à tel kilomètres, pour que vous y accédez facilement. Voilà le travail auquel nous sommes en train de faire dans le cadre du projet d'adressage. Donc, un code postal, 2, une norme d'adresse, 3, une base de données d'adresse. Enfin, quand on aura terminé tout ça, on va vulgariser. Ça sera la vulgarisation. Alors, pour l'instant, nous avons travaillé sur le code postal. Nous avons travaillé sur le code postal. On peut balancer le code postal. Et je suis très heureux pour vous informer que le Congo dispose maintenant d'un code postal. Nous venons d'élaborer le code postal de la République démocratique du Congo. Et ce code postal, nous l'avons élaboré en respectant les normes internationalement recommandées. Et l'UPI, qui est l'Union postale universelle, qui gère toutes les postes du monde, nous a félicité parce que ce travail a été bien fait. Et comme Maman vous a dit dans son mot, quand il parlait de la poste, le jeudi 15 passé, l'arrêté avait été déjà signé par le ministre, mettant en vigueur le code postal de la RDC. Donc, ceux qui avaient des problèmes pour le code postal de la RDC,
Je vous informe, depuis quelques jours, nous avons maintenant un code postal de la RDC. On peut acclamer. Donc c'est pour la toute première fois que les Congo peuvent se féliciter d'avoir maintenant un code postal. Quand vous aurez vos formulaires à remplir, vous allez vous tourner la tête 2 fois. Nous avons le code postal. Alors, je voudrais là vous montrer un peu comment ce code postal a été élaboré pour que vous ayez une idée parce que vous êtes des étudiants. On peut agrandir un peu la carte. Bon, le code postal de la RDC, c'est une suite numérique de 7 chiffres. On voit le téléphone, c'est 9 ou 10, hein? C'est 10. Mais nous, notre code postal de la RDC, c'est 7 chiffres. À ne pas confondre le code postal avec la boîte postale. Hein? À ne pas confondre. À ne pas confondre le code postal avec le code 243 de Télécom. Le code 243, ça c'est l'indice de son téléphonique. Mais le code postal, ça c'est pour la distribution. Le code est attribué à chaque quartier dans les villes. Donc votre quartier a un code postal, donc une adresse numérique, et c'est ça votre code postal que vous allez mettre sur votre courrier. C'est compris? Nous avons donné un code à tous les quartiers de toutes les villes du Congo. Nous avons donné un code postal à tous les secteurs du Congo, les chefferies et les communes rurales. Nous sommes limités là-bas parce que le Congo c'est un sous-continent. Hein? Donc nous sommes limités au niveau des secteurs, sur le plan territorial. Mais toutes les villes, au niveau des villes, nous sommes limités au niveau des quartiers. Ça, c'est la première étape pour le code postal. Mais le projet devra continuer, comme j'ai dit, il y aura une base de données d'adresses où nous allons créer la base de données de toutes les adresses. Donc, c'est vraiment un projet d'envergure nationale et immense. Alors, pour le code postal, vous voyez là-bas, c'est. Je ne sais pas, les gens qui sont loin, on peut même prendre la première partie pour que ce soit en écran. On vient prendre les côtés ici. Bon, comme vous le savez, la RDC est subdivisée en combien de provinces? 26 provinces. Alors, nous avons donné un code à chaque province. C'est le code initial. Chaque province a son code. Nous avons commencé par le Congo central. Le Congo central, vous le voyez, non? Les images ne sont pas très claires. Est-ce qu'on peut entraîner même une partie seulement pour que les gens voient? Prenez en certains déjà le zoom le maximum. Ok. Donc, nous avons là-bas mais la carte aussi. Hein. J'ai amené la carte, peut-être les gens peuvent voir à partir d'ici. Pour ceux qui ne voient pas là-bas, vous voyez la carte. Ça, c'est la RDC, comme je disais. La nouvelle configuration des provinces, il y en a 26. L'ancienne configuration, il y en avait combien? 11. 11. Dans la ville de Kinshasa, y compris. Alors, nous avons là-bas Congo central, qui est la première province. Congo central a été codifié par le chiffre 20. Non. Commençons par Kinshasa, qui est, n'est-ce pas, la première, qui est en même temps la capitale. Kinshasa est codifié par 10. Nous avons commencé par Kinshasa, le code 10. Donc, tout code postal que vous verrez qui commence avec le chiffre 10, c'est où? Kinshasa. C'est Kinshasa. Après, nous avons 20 de Congo central. Si vous trouvez un code postal qui commence avec 20, nous sommes où? Après, nous avons le Grand Bandou, l'ancien Grand Bandou, subdivisé en 3 provinces actuellement.
Et les 3 provinces de l'ancienne bande nous portent, ça commence avec 3, hein? 31, 32, 33. Donc, l'initiale de Kwango, c'est 31, puis le 32, Mayandombe, 30, 33. Maintenant, nous montons vers l'équateur. Dans l'ancien équateur, ça prend 4, n'est-ce pas? Et c'est déjà compris la logique qui est là. Donc, nous avons commencé par 1 là-bas, 2, hein? Ici c'est le 3. Maintenant, l'équateur c'est 4. Mais l'équateur est subdivisé en combien de provinces? Le grand équateur est subdivisé en combien? 5. Nous avons l'équateur 41, Sud-Ougani 42, Nord-Ougani 43, Mongala 44, Chouapa 45. Là, ce sont les initiales pour. Si vous voyez un code qui commence avec 45, c'est où? C'est Chouapa. C'est clair? Nous quittons là-bas, nous venons vers la province orientale, l'ancienne province orientale. C'est quel chiffre? Est-ce que vous avez compris la logique? J'ai affaire à des étudiants intelligents, donc je ne vais pas trop m'époumoner. Donc, c'est ça la logique. L'ancienne province orientale, c'est les 5. Maintenant, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4. N'est-ce pas? Nous venons maintenant avec l'équipe. Dans l'ancienne configuration, avant qu'on ait 3 kivos, c'était d'abord un seul kivo. Nous avons retourné à cette configuration-là. L'équipe, c'est 6. 6-1, 6-2, 6-3. Après, nous avons le Katanga. Hein? 6-7. 7-1, 7-2, 7-3, 7-4. Après, nous avons le Kassai oriental ici et le Kassai occidental. Ainsi, chaque province a son code. Alors, après avoir attribué un code à chaque province, nous entrons dans le territoire. Dans le territoire. Donc, l'objectif c'est quoi? C'est que nous avons attribué à chaque, comme je le disais, à chaque quartier, alors, son code. Mais les quartiers, pour commencer son code, les quartiers se trouvent dans une commune, n'est-ce pas? Oui. Nous avons donné un code à la commune. La commune se trouve dans la ville. Nous avons donné un code à la ville. Alors, et le code de la ville, et le code de la commune, et le code du quartier, c'est ça qui fait votre code postal. Il devient le code postal du quartier. Si vous habitez dans ces quartiers-là, c'est ça votre code postal. Quand vous demandez de remplir dans le formulaire, n'allez pas chercher ailleurs, cherchez seulement le code postal de votre quartier. C'est ça l'éducation. C'est clair? Donc, pour la ville de Kinshasa, le code de la ville de Kinshasa, c'est combien? 10. Très bien. La ville de Kinshasa est subdivisée en combien de communes? 24 communes. 24 communes. Il y a la carte de Kinshasa, si je veux balancer, mais ça. Bon, les 24 communes là, nous avons aussi attribué un code à chaque commune. Alors, prenons maintenant la commune de la Gombe, où nous sommes. La commune de la Gombe a combien de quartiers? Bon, je ne peux pas vous demander quelque chose d'impossible parce que personne ne le sait. Hein, c'est pas dans nos habitudes de connaître. On va vous demander ça. Mais peut-être ce sont de nouvelles informations que vous apprendrez. La commune de la Gombe, je crois, a 8 quartiers. À 8 quartiers. Alors,
chacun des quartiers, nous avons attribué un code à chacun des quartiers. Ça, c'est en fait l'annuaire du code postal que nous venons d'élaborer. Voilà le nouveau code postal de la RDC. Dans les jours qui viennent, on va le porter sur bâtiment. Vraiment, le code de la RDC, le code postal est là. L'arrêté du ministère de la signé. Dans les jours prochains, on va maintenant sur le net pour qu'il soit disponible à tout le monde. On va vulgariser afin que vous sachiez que votre code existe. Quelqu'un veut connaître son code postal? De quel quartier? Quel quartier? De quel quartier? Yoro. Yoro. Quel Yoro? Il y a beaucoup de Yoro. Yoro Nord. On va voir Yoro Nord. C'est quelle commune? Ici, c'est tout en moins que ça sur l'ordre alphabétique. J'aimerais que quelqu'un d'autre le cherche. Ça sera à moi. Cherchez son code. Vous avez dit quel quartier? Non. Il y a beaucoup de Yoro Nord. Yoro Nord 1, Yoro Nord 2, Yoro Nord 1. Ah, il y a des choses. Le code, c'est déterminé en partie. C'est 10, 22, 100. 10, 22, 100. Oui. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Il y a besoin de... Il veut voir le document. Oui, cherchez là. Le document, c'est sur l'ordre alphabétique. Tu cherches là. Ça, c'est la commune. Ça, c'est la commune et puis le quartier. Voilà, j'ai retrouvé mon quartier. 10, 12, 50. 10, quartier Monde. 10, 12, 140. Donc ici au moins ce document nous permet de connaître combien de quartiers il y a dans chaque commune. Là-bas, il y a autant de quartiers. À chaque quartier, nous avons attribué un code. Prends un peu la gomme. Je cherche l'autre. Donc il y a combien de quartiers à la gomme? Ouais, la commune de la Gobert a 19 quartiers. Est-ce que vous le savez? Non. 19 quartiers. Tu peux dire ça aux fois que les gens sachent. Deuxième région là, la DT là, clinique, commerce, Croix-Rouge, fleuve, gare, golf, au commandement, le Mira, Révolution, Nitendi, Musambu, Mbuki, Ndjili-Kilambu, Ngansele, Ngombe-Telele, Plateau et enfin Vundamanina. Donc, comme je l'ai dit, chaque quartier a été, on a attribué un code pour ça à chaque quartier. Donc le document est là, on va le mettre en ligne, il sera disponible, on va faire la vulgarisation. Ça c'est donc la première solution. Pourquoi le code postal? Et qu'est-ce que c'est le code postal? Le code postal c'est l'adresse numérique que nous venons d'attribuer à chaque quartier. Parce que nous sommes dans la numérisation. Donc chaque quartier a maintenant une adresse numérique.
Donc il arrivera un moment, même quand vous allez écrire votre adresse, on aura besoin seulement de votre nom et de la venue, et puis le code postal. Parce que dans le code postal, il y a la commune dedans, il y a les quartiers dedans. Dans le code postal, il y a la province dedans, il y a le territoire dedans, il y a les... Donc on va mettre seulement ces chiffres dedans, sans les détails. C'est ça la numérisation. C'est clair? Très clair. Merci beaucoup. Je voulais juste dire, c'est le même principe avec les attributions des numéros téléphoniques. Ok. Et je crois que quand on découvrira ces documents-là, ceux qui ont des ambitions politiques peuvent bien les utiliser pour connaître les noms de quartiers et consorts. Merci beaucoup, nous avons entendu. Vous avez des ambitions politiques. Dans l'avenir, en tout cas, veuillez contacter monsieur l'expert. En tout cas, nous disons merci pour ces projets. Nous sommes en train de voir l'immensité, en tout cas, de ces projets, pouvant pallier aux différentes contraintes que connaît la SCPT. C'est vraiment avantageux pour nous aussi, habitants du Congo. Des fois, on a un problème sur le code postal et consorts. C'est vraiment un atout pour nous. Sans plus tarder, sachant que le temps est minime, nous courons derrière le temps. Nous remercions vraiment à tous nos intervenants pour tout ce qu'ils peuvent avoir dit comme argument sur tout ce qu'on avait comme sujet. À présent, nous allons vraiment passer aux échanges. Vous avez des questions, vous avez des suggestions d'ajout sur ce qui a été dit. Vous pouvez vous manifester et la parole vous sera accordée. Sachant que la présentation est indispensable, nous vous prions de vous présenter et préciser l'intervenant auquel vous adressez. Donc, vous avez la parole, vous êtes dans la salle, vous avez une suggestion, vous avez un souci sur le propos qui a été dit. En tout cas, la parole vous est accordée. Merci. Oui, monsieur. Merci de m'avoir accordé la parole. Moi, c'est Patrick, étudiant en études supérieures et commerce et tout ça. Ma question concerne le premier conférencier du sujet des années 2000. Qui nous a parlé sur comment le numérique peut assurer le développement de notre pays, la RDC. Premièrement, je vais essayer de comprendre. Tu as parlé des avantages du numérique. On a mis en place, on a numérisé les systèmes de paiement de taxes en RDC. Je peux comprendre, le numérique a ses avantages et ses inconvénients. Là, je vais aller sur la cybercriminalité. Les fraudes de l'information sur les transactions électroniques. Nous savons que ces fraudes sont des opérations qui sont à la base d'affaiblir la confiance entre les opérateurs économiques. Alors, quelles sont les conséquences que peuvent courir l'économie nationale de notre pays face à cette fraude de transactions en ligne? Deuxièmement, je veux savoir tes recommandations sur l'usage responsable des plateformes numériques. Merci beaucoup. Merci. Je crois bien que M. Blaise est en train de noter vos questions. Alors, M. Blaise, vous avez des propositions par rapport aux questions posées? Merci, c'est M. Patrick. Je vous ai bien suivi pour la première question. Quand je parlais des apports du numérique, quand je parlais de développement numérique, je parlais des taxes, peut-être la numérisation des taxes, c'est ça, non? Alors, ce que nous devons savoir est qu'on parlait d'abord sur le numérique au service du développement de la RDC. Donc, on a dit bien que ces services de numérisation nous a aidés à quitter les services manuels qu'on utilisait avant pour arriver à utiliser des services qui nous aident directement à faire des histoires rapidement. Voilà pourquoi j'ai illustré l'exemple de la numérisation des taxes. Si je
j'ai illustré cet exemple, c'est par rapport aux différents services, services manuels et services du numérique. Au service manuel, il y avait trop de fraudes. Par exemple, tu peux venir payer la taxe, je prends, j'enregistre, je peux créer des récits et je prends l'autre et puis je garde. Il y avait aussi des rétro-commissions. Mais avec la numérisation, quelque chose qui s'est fait directement, il y a la transparence. Quand je fais, ça se voit déjà partout. Donc, il n'y aura pas déjà de fraude. Mais quand tu as évoqué les cas de cybercriminalité, ce que tu dois savoir d'abord, premièrement, c'est tout est possible. Le risque zéro n'existe pas. Même si on a numérisé à 100%, il y aura toujours des risques. Voilà pourquoi, s'il s'agit de mettre des cybercriminalités qui va toutefois venir pour embêter les systèmes que nous utilisons dans la numérisation, cela maintenant dépend des institutions. Nous devons maintenant renforcer notre sécurité de l'information. En renforçant la sécurité de l'information, même s'il y aura toujours des failles, mais quand même, avec cette sécurité, on va quand même nous aider à aller et empêcher au moins que ces risques puissent venir nous embêter. La deuxième question était de vous proposer quelques plans. Les recommandations pour l'usage responsable des plateformes numériques. Ok, des recommandations pour les usages personnels des plateformes numériques. J'espère bien M. Dondip avait bien épinglé ce point. Quand il a parlé, quand nous sommes à l'Internet, nous devons d'abord savoir que ce n'est pas les numériques qui nous proposent de l'information, mais c'est nous qui proposons des informations. D'où quelques recommandations que je peux illustrer. Je dirais, les numériques, nous ne pouvons pas laisser les numériques nous conduire, mais c'est plutôt celui qui va conduire les numériques. D'abord, c'est les premières recommandations. Nous devons voir la maîtrise de ce que nous faisons. Si on ne maîtrise pas, maintenant, dans ce cas, le numérique va nous emporter. Ok, merci beaucoup. Nous avons tous attendu les résultats ou les réponses que M. Desailly vient de donner. Nous passons. Oui, monsieur. Moi, je m'appelle Fabrice, étudiant à l'Institut supérieur économique. La question s'adresse à Mme Jutri. Je voulais un peu savoir. Dans le temps, j'ai dit la SCPT avait beaucoup de clients. Vous pouvez un peu élever la voix, s'il vous plaît? Dans le temps, j'ai dit la SCPT avait beaucoup d'abonnés par rapport au moment actuel. Vu l'évolution de la technologie, la SCPT aussi commence à perdre quelques clients. Quelle est vraiment la stratégie que la SCPT a mise en place pour récupérer ces clients de moins égarés? C'est juste ça. Merci. C'est monsieur? Ah oui, c'est ça. Monsieur le modérateur, je peux prendre la parole? Oui, madame. Merci. Monsieur Fabrice nous dit que jadis, la SCPT avait beaucoup de clients. Dans quel secteur? La question, bien qu'on ne répond pas une question par une question, il faut être précis. Dans quel secteur il y avait beaucoup de clients? Bon, si nous parlons du côté, quand on voit SCPT, nous voyons P comme poste et T comme télécom. Alors, les clients dont vous parlez, c'est de quel côté? Je suppose que c'est du côté télécom. Ok. Là, la réponse est celle-ci. L'évolution de la technologie a fait qu'à un certain moment, je vous avais dit que nous suivions l'évolution de la technologie. À un certain moment, nous avions connu quelques failles. Au début, nous avions beaucoup de clients, premièrement, parce que nous étions presque le seul opérateur sur le terrain qui offrait en ce moment-là les téléphones fixes, comme on appelle. Nous n'avions pas de concurrence. Est arrivé dans l'évolution les mobiles, les téléphones mobiles, avec plusieurs opérateurs. La SCPT n'a pas suivi cette évolution, bien qu'il y avait déjà ce projet-là. Dans la visite, vous allez voir, on va vous montrer le central qu'on appelle NGN, qui devrait suivre cette évolution
avec, quand je parle de l'évolution technologique au niveau des téléphones, du mobile, on est passé, dans le mobile, il y avait 1G, 2G, 3G, ainsi de suite. Donc c'est ce qui a fait qu'il y ait quand même perte de vitesse. Quelles sont les stratégies? Nous sommes en pourparlers. Je n'ai pas voulu citer tous les projets que nous avons. Il y a des projets ou des stratégies qui sont dans le pipeline et qui ne sont pas encore concluants. Et c'est pourquoi je n'ai pas voulu. D'ici là, nous avons des partenaires avec lesquels nous voulons faire le 5G. Donc c'est un problème de concurrence et je crois que nous allons récupérer. Ça c'était un. Des deux, la SCPT dans son fonctionnement, il fonctionne d'abord comme opérateur des opérateurs. Il peut être même un holding. Nous vendons nos services dans le wholesale et dans le retail. Dans le wholesale, là, nous n'avons pas besoin d'avoir 1000 clients. Parce que nous vendons en gros. Et en gros, nous vendons à qui? Donc, de pas vu. Et il était étonné de voir, c'est-à-dire nous vendons aux revendeurs. Et ces revendeurs, c'est eux, les téléphones que vous avez, ce sont vos fournisseurs en Internet. La plupart prennent chez nous. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nombreux sur le terrain. Comprenez qu'à ce niveau-là, nous ne pouvons pas avoir une multitude de clients. Mais au niveau maintenant retail, c'est là où je vous ai même parlé de triple play. Et là, vous aurez maintenant l'Internet juste dans vos maisons, non seulement l'Internet, mais d'autres fonctionnalités dans un même boîtier que vous pouvez appeler le modèle. Voilà. Il y a autant de stratégies qui vont faire que nous puissions être plus offrants par rapport à la concurrence qu'il y a sur le marché. Et soyez-en sûrs que d'ici quelques temps, vous serez surpris de voir ce que la SCPT est en train d'offrir à la population congolaise. Merci beaucoup, madame. Comment continuer avec l'applaudissement. Je crois bien que M. Fabrice, vous êtes satisfait des réactions données par madame Gertrude. Alors, nous allons encore passer, oui, troisième et dernière personne, vu que le temps nous fait défaut. Nous devons passer à la visite. Monsieur Olivier Boutouma, vous avez la parole. Merci pour la parole. Les questions semblent être une préoccupation, pas vraiment des questions. Et je m'adresse à des intervenants. Donc, M. Dondi Obama est l'expert en télécom. Voilà, ça reste juste. Je commence par M. Dondi par rapport à votre sujet qui parle du développement personnel. Du développement personnel à travers Internet, ça semble être important pour vous. Parce que c'est toujours penser tout sur Internet. Il suffit peut-être d'être informé. Il y en a d'autres informations, c'est à cercle restreint. À cercle restreint, il y en a d'autres qui sont publics. Donc c'est un peu comme... En fait, l'Internet, pour moi, l'Internet s'adapte un peu comme dans le réel. Dans le réel, il y a des groupes publics où les gens adhèrent comme ils veulent, mais il y a aussi des groupes restreints. En tout cas, pour y accéder, il faut que tu sois, par exemple, parrainé. Il y a des groupes pour... donc, là aussi, pour avoir certaines informations sur Internet, il faut être parrainé. C'est-à-dire que quelqu'un te dit, bon voilà, il faut aller sur tel site. Quand tu vas t'inscrire, il faut inscrire, il faut mettre soit mon adresse email et que moi je